Bienvenue sur la scène Histoire d'OBNI. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. 8 janvier 1981, 17h, Trans-en-Provence, département du Var, sud-est de la France. Le soleil d'hiver se couche déjà sur les collines provençales, tantôt les falaises calcaires de ton cramoisi. Renato Nicolai, un maçon de 55 ans, travaille sur la terrasse de sa maison de la rue Lavaux. Le bruit de ce subtil résonne dans l'air froid. Dans 10 minutes, il sera témoin d'un événement qui attirera l'attention du GEPAN, le groupe officiel français d'études de phénomènes aérospatiaux non identifiés du Centre national d'études spatiales. Ce qu'il verra les sera des traces physiques qui seront étudiées par les meilleurs laboratoires scientifiques français. Ce récit est basé sur le rapport technique officiel numéro 16 du GEPAN-CEPRA, des témoignages, des rapports de gendarmerie et des résultats d'analyse de laboratoire effectués entre 1981 et 1983. La matinée du 8 janvier 1981, a Trans-en-Provence, commença par des températures avoisinant les 10 degrés Celsius. La station météorologique de Draguignan, à 20 km de là, enregistrait un ciel dégagé avec de légers nuages. Renato Nicolai se réveilla à 6h30, comme d'habitude. Sa femme, Madame Nicolai, préparait le petit déjeuner dans la cuisine de leur modeste maison. La maison était située sur un terrain d'environ 1,5 hectares, planté d'oliviers et de lucerne. Nicolai travaillait comme maçon pour une entreprise de construction locale de Puy-Ventroisson. Ce jour-là, il prit congé pour travailler sur une terrasse. Je voulais terminer le travail avant la nuit, dira-t-il plus tard aux gendarmes. Des voisins confirmeront l'avoir vu travailler toute la journée. Madame Roslin, qui habitait en face, témoignera. J'entendais le bruit de son marteau depuis le petit matin. À 17h, Nicolai avait presque terminé la pose de nouvelles dalles de pierre sur la terrasse. 17h. Nicolai se redresse, essuyant la sueur de son front. Le soleil d'hiver est déjà bas à l'horizon. C'est alors qu'il entend un bruit inhabituel. C'était un sifflement, mais pas comme un sifflement normal, consignera-t-il dans son rapport du 9 janvier 1981. Bas, constant, venant du nord-est. Nicolai se tourne dans la direction du son. Au-dessus de la limite des arbres, à une 50aine de mètres d'altitude, il aperçoit un objet sombre. Il se déplaçait en ligne droite, pas très vite, témoigne Nicolai en présence du brigadier Nebo de la gendarmerie de Draguignan. L'objet descend, s'approchant de sa zone. Nicolai reste immobile, observant. Sa femme est dans la maison, incapable d'entendre quoi que ce soit à cause de la télévision. L'objet continue de descendre. J'ai cru que c'était une sorte d'avion expérimental, dira Nicolai aux enquêteurs du GEPAN. Mais la suite des événements va réfuter cette hypothèse. L'objet descend derrière un petit bâtiment sur la propriété de Nicolai. Une structure en béton d'environ 2,5 mètres de haut que la famille utilise comme remise. Nicolai se dirige rapidement vers le bord de la terrasse, d'où l'on a une vue sur la partie basse de la propriété. Ce qu'il voit, le glace. À une 30aine de mètres de là, dans un champ de luzerne, se dresse un objet. Il était de couleur plomb, d'un gris terne, selon les termes exacts du rapport. Il ressemblait à 2 plaques placées sur les bords, ou aux 2 moitiés d'un ballon de rugby. Le diamètre de l'objet, selon Nicolai, était d'environ 2,5 mètres, et sa hauteur d'environ 1,8 mètres. Sur tout le pourtour, il y avait un rebord ou une nervure d'environ 15 à 20 cm d'épaisseur, détaille le témoin. L'objet repose sur le sol, absolument immobile. Aucun bruit. Nicolai note l'absence d'ouverture, de hublot ou de support visible. Il se tenait simplement là, par terre. Répétait-il à plusieurs reprises lors des interrogatoires. Nicolai reste immobile. Il dira plus tard. Je n'étais pas effrayé, juste surpris. Mais ses gestes suivants trahissent sa nervosité. Il se déplace lentement sur la terrasse, s'approchant de l'objet. La distance est réduite à 30 mètres. Je voulais mieux l'observer, expliquera-t-il aux gendarmes. Soudain, l'objet émet le même sifflement grave que Nicolai avait entendu plus tôt. Le bruit s'est intensifié, puis l'objet s'est élevé verticalement, témoigne le témoin du 9 janvier. La hauteur d'ascension est d'environ 2 mètres. L'objet reste suspendu un instant, puis se déplace brusquement vers le nord-est. La vitesse était incroyable, indiquera Nicolai de la main la trajectoire de vol. En quelques secondes, il s'est transformé en un point et a disparu. Le temps d'observation, selon le témoin,
et d'environ 45 secondes. Nikolai consulte sa montre. 17h05. 5 minutes qui ont changé sa vie. Nikolai descend à l'endroit où se trouvait l'objet. Une trace circulaire de 2,4 mètres de diamètre est clairement visible au sol. L'herbe était aplatie en cercle, comme si quelque chose de très lourd avait appuyé dessus. Et la première description. Au centre de la trace, le sol paraît différent, plus sombre, comme brûlé. Nikolai remarque que la luzerne à l'intérieur du cercle a un aspect étrange. Les feuilles semblent avoir séché, bien qu'il ait plu il y a seulement 3 jours. Il entre dans la maison et appelle sa femme. « Viens voir ce qu'il y avait ici !» crie-t-il. Madame Nikolai sort et voit la trace. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas, mais je l'ai vu s'envoler » répond le mari. Ils restent près de la trace jusqu'à la nuit tombée, discutant de ce qu'ils ont vu. Madame Nikolai suggère d'appeler la gendarmerie. « Attendons demain matin » décide Renato. Il dort peu la nuit. Sort plusieurs fois avec une lampe de poche pour vérifier si la trace a disparu. La trace de mort. 9 janvier, 9 heures. Nikolai appelle la gendarmerie de Draguignan. L'officier de permanence consigne son récit et transmet l'information au brigadier Nebo. À 14 heures, 2 gendarmes arrivent sur le site de Nikolai. Ils examinent les traces, prennent des photos et rédigent un rapport. Les traces ont la forme d'une couronne, indique le rapport. Le diamètre extérieur est de 2,4 mètres. Le diamètre intérieur de 2,2 mètres. Au centre du cercle, le sol est plus mobile. Les gendarmes prélèvent des échantillons de terre et de plantes. Ils mesurent les distances et dressent un plan du site. Ils s'interrogent les voisins. Madame Roslin. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu un bruit étrange vers 17 heures. Monsieur François, un voisin du nord. Mon chien aboyait comme un fou à cette heure-là. Le brigadier Nebo contacte la base aérienne de Cagnes-sur-Mer. La réponse. Il n'y a pas eu de survol de trans en Provence le 8 janvier. L'affaire devient de plus en plus mystérieuse. Le 11 janvier, le rapport de la gendarmerie parvient au GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, du Centre national d'études spatiales, CNES. Son chef, le docteur Jean-Jacques Velasco, décide de mener une enquête approfondie. Le 17 janvier, une équipe de recherche arrive à Trans-en-Provence. Velasco, l'ingénieur Michel Figuette, un biologiste et un spécialiste de l'analyse des sols. Ils apportent le matériel nécessaire à une analyse détaillée. C'était l'un des cas les plus intéressants, dira Velasco plus tard lors d'une interview. Les traces physiques étaient claires et se prêtaient à une analyse scientifique. L'équipe passe la journée entière sur le site Nikolai. De nouveaux échantillons de sol sont prélevés à l'emplacement de la trace et des échantillons témoins à 10, 20 et 50 mètres de distance. Des échantillons de plantes sont également collectés. Lucerne, trèfles sauvages, graminées. Tout est étiqueté et emballé pour analyse en laboratoire. Le laboratoire de l'INRA d'Avignon reçoit des échantillons de sol. L'analyse est réalisée par le professeur Michel Bugnat, pédologue fort de 20 ans d'expérience. Les résultats sont stupéfiants. Les échantillons prélevés sur l'empreinte présentent des niveaux anormaux de calcium et de fer, indique le rapport officiel. Les taux de calcium sont supérieurs de 44% à ceux des échantillons témoins. Le fer est de 19%. Mais le plus étrange réside dans la structure du sol. Les particules semblent avoir été soumises à une très forte pression, écrit Bugnat. Environ 400 tonnes par mètre carré. Aucun signe d'exposition à des températures élevées n'est décelé. Le mystère s'épaissit. Les professeurs effectuent des tests complémentaires. Les propriétés magnétiques du sol sont altérées. De tels changements n'ont pu se produire que sous l'influence d'un champ électromagnétique puissant, conclut l'expert. Michel Bouillan, professeur de biochimie à l'Université de Montpellier, examine des échantillons de plantes. Ses conclusions sont encore plus alarmantes. La lucerne du site de l'empreinte présente des modifications significatives de chloroplaste, commence le rapport du 3 mars 1980. La teneur en chlorophylle est réduite de 30 à 50%. Mais les plantes ne sont pas mortes. Elles continuent de pousser, bien que plus lentement que d'habitude. Cela ressemble à l'effet d'une exposition aux radiations, mais sans trace de radiation, se tombe Bouillan. Il mène une expérience pour tenter de reproduire des changements similaires en laboratoire. Ni la chaleur, ni la pression, ni l'exposition chimique ne produisent un effet similaire. Seul un puissant rayonnement micro-ondes reproduit partiellement les changements. Mais un tel effet nécessiterait une puissance de plusieurs mégawatts, calcule le professeur.
d'où vient une telle énergie dans un objet de 2,5 mètres de diamètre. Février 1980. Le Japon décide de mener une séance d'hypnose régressive avec Renato Nicolai. La procédure est réalisée par le docteur Jean-Pierre Girard, psychologue à l'Université de Nice. Nicolai accepte à contre-cœur. « Je me souviens de tout, dit-il, mais sous hypnose, de nouveaux détails apparaissent. L'objet, il n'était pas parfaitement lisse, dit Nicolai d'une voix monotone. Il y avait des lignes ou des coutures à la surface, très fines. Il se souvient également de sensations. L'air est devenu dense, il était difficile de respirer, et l'odeur, comme de l'ozone après un orage. Plus troublant encore sous hypnose, Nicolai affirme avoir perçu du mouvement à l'intérieur de l'objet. Quelque chose bougeait derrière la surface, comme des ombres. Après la séance, Nicolai est pâle, ses mains tremblent. Je ne vais plus en parler. Son ses derniers mots avant de partir. L'ingénieur aérodynamicien Jean-Claude Bourret du CNES analyse la trajectoire de l'objet décrit par Nicolai. Un décollage vertical suivi d'une forte accélération à 45 degrés, résume-t-il. Pour un avion conventionnel, cela représenterait une surcharge de 15 à 20 G. Une personne ne supporterait pas une telle surcharge. Bourret calcule la puissance moteur nécessaire. Pour un objet d'environ 1 tonne, il faudrait au moins 10 000 chevaux. Nicolai cependant ne décrit qu'un léger sifflement. Pas de rugissement de moteur, pas de courant chaud. Bourret teste la possibilité d'une illusion d'optique. La position du soleil le 8 janvier à 17h exclut tout éblouissement ou reflet. Un ballon météo? Trop gros et trop lourd. Un hélicoptère? Impossible en raison de l'absence de traces de rotor. Je ne peux pas expliquer ce phénomène avec les lois connues de l'aérodynamique, conclut-il. Mars n'a été exécuté. Nicolai se plaint de problèmes de santé. Insomnie, maux de tête, nausées. Il est adressé au docteur Claude Poirier, spécialiste en radiothérapie à l'hôpital de Draguignan. Les analyses sanguines révèlent d'étranges modifications. Le nombre de globules blancs est bas, comme dans un syndrome d'irradiation légère, note le médecin. Mais le dosimètre ne montre aucune trace d'exposition aux radiations. La thyroïde est examinée. Légèrement hypertrophiée, la cause reste incertaine. Nicolai subit un examen complet. Une IRM cérébrale révèle des micro-altérations du lobe temporal. Cela ressemble aux effets d'une exposition à un champ électromagnétique puissant, suggère le neurologue. Mais d'où vient un tel champ? Nicolai n'a jamais travaillé avec des sources de radiation. Le docteur Poirier contacte le GEPAN et lui transmet les résultats des analyses. Un mystère médical s'ajoute aux anomalies physiques. Un retournement de situation inattendu se produit en avril 1981. Jean-Pierre Morin, agriculteur du village Boissan de Lossy, à 3 km de Saint-Nicolai, contacte la gendarmerie. Moi aussi, j'ai vu l'objet, dit-il. Morin affirme avoir aperçu un étrange objet volant au-dessus de son champ vers 17h le 8 janvier. Il volait bas, sifflait, gris. La direction du vol correspond au récit de Nicolai, du nord-est au sud-ouest. Morin hésite à le dire. J'avais peur qu'il se moque de moi. Sa femme confirme. Jean-Pierre est rentré pâle. Il a dit avoir vu quelque chose d'étrange. Le Japon interroge Morin. Les détails concordent. Forme, couleur, son. Mais Morin ajoute quelque chose de nouveau. Mes vaches ont eu un comportement étrange toute la soirée. Elles meuglaient, refusaient d'entrer dans les tables. Mai 1981. Un groupe de physiciens de l'Université de Toulouse, dirigé par le professeur André Lefebvre, tente de reproduire les effets physiques découverts à Trans-en-Provence. Il crée un dispositif générant de puissantes impulsions électromagnétiques. Des échantillons de sol et de plantes sont exposés à cet effet. Après des centaines d'expériences, il parvient à reproduire partiellement les changements dans le sol. Une impulsion de 5 MW d'une durée de 0,1 seconde est nécessaire, calcule Lefebvre. Mais les changements dans les plantes sont impossibles à reproduire. Il faut une combinaison de facteurs que nous ne pouvons pas déterminer, admet le professeur. Le rapport est envoyé au GEPAN. Velasco étudie les résultats. Nous avons affaire à une technologie qui dépasse nos capacités, commente-t-il officieusement. Officiellement, le GEPAN poursuit ses recherches. Juin 1981. L'affaire attire l'attention des militaires. Le colonel Marcel Dubois, de la direction du renseignement militaire, arrive à Trans-en-Provence.
Il interròs Nicolai étudie tous les documents. S'il s'agit d'une tecnologie étrangère, nous devons en être informés. Ces propos sont enregistrés par un assistant. Toutes les bases militaires de l'OTAN dans un rayon de 500 km sont inspectées. Aucun essai le 8 janvier. Installacions militaires soviétiques. Les images satellites ne montrent aucune activité. Dubois demande de données au service de renseignement américain par l'intermédiaire de l'OTAN. La réponse arrive des semaines plus tard. Aucune information sur une telle technologie. Le colonel rédige un rapport secret. Plus tard, en 2008, lorsque le document est déclassifié, il contient la phrase suivante. Ce phénomène représente une menace potentielle pour la sécurité nationale. Origine inconnue. Août 1981. L'état de Nicolai se dégrade. Non pas physiquement, mais psychologiquement. Il devient renfermé, irritable. Renaud a changé, confie sa femme à la psychologue du Japon. Il reste assis de ser à regarder le ciel. Nicolai avoue. Je n'arrête pas d'y penser. Qu'est-ce que c'était? D'où ça vient? Des cauchemars le hantent. Je vois cet objet dans mes rêves. Parfois, il s'ouvre et il en sort, de la lumière. La psychologue diagnostique un trouble de stress post-traumatique. Mais le traumatisme est inhabituel, une rencontre avec l'inconnu. Nicolai commence à tenir un journal. Les notes sont chaotiques. Ils reviendront. Je sais qu'ils reviendront. La marque au sol est un signe. La famille est inquiète. Il propose de déménager. Nicolai refuse. Je dois être là s'ils reviennent. Octobre 1981. Le GEPAN organise une conférence scientifique à huis clos à Paris. Physiciens, biologistes, psychologues et experts militaires sont présents. Toutes les données sur l'affaire Trans-en-Provence sont présentées. Le docteur Velasco déclare « C'est le cas le plus documenté de l'histoire de l'ufologie française ». Le professeur Bougnat présente l'analyse du sol. Le professeur Bougan présente les données sur les plantes. Le docteur Poirier présente les données médicales de Nicolai. La discussion se poursuit pendant 10 heures. Des hypothèses sont avancées. Un appareil militaire secret, un phénomène naturel, una technologie extraterrestre. Chacune est réfutée par les faits. Conclusion finale de la conférence. Le phénomène est réel. A laissé de traces physiques et ne peut être expliqué par la science connue. Le compte rendu est classé secret défense pendant 20 ans. Novembre 1981. La nouvelle de l'affaire parvient aux États-Unis. Le docteur Jacques Vallée, ufologue et astronome renommé, demande l'autorisation d'étudier les matériaux. Le Japon accepte sous réserve de confidentialité. Vallée s'envole pour la France et rencontre Nicolai. Monsieur Nicolai donne l'impression d'être une personne absolument sincère, écrit Vallée dans son journal. Il étudie les sites d'atterrissage et prélève ses propres échantillons. De retour aux États-Unis, Vallée effectue une analyse dans un laboratoire de l'Université de Stanford. Les résultats confirment les données françaises. De plus, des traces d'isotopes rares sont trouvées. Ce rapport isotopique n'existe pas naturellement sur Terre, note Vallée. Il publie un article dans le Journal of Scientific Exploration, faisant connaître l'affaire à la communauté scientifique mondiale. 1982. La maison de Nicolai devient un lieu de pèlerinage pour les ufologues du monde entier. Ils viennent d'Allemagne, d'Angleterre, du Japon. Tout le monde veut voir la piste. Mais elle change. L'herbe à l'intérieur du cercle pousse différemment, plus clairsemée, plus pâle. Comme si la terre était empoisonnée, dit l'un des visiteurs. Nicolai, las de cette attention, installe un clôture et accroche un panneau, propriété privée. Mais les gens continuent d'affluer. Les habitants sont divisés. Certains croient Nicolai, d'autres le prenen pour un fou. Le maire de Trans-en-Provence déclare « Nous respectons Monsieur Nicolai, mais nous ne voulons pas que notre village soit associé aux ovnis. » Le tourisme au contraire prospère. Le café ovni ouvre, on y vend des souvenirs. Nicolai déteste tout cela. Il fonde ma vie en cirque. 1983. Le Japon réanalyse le site 10 ans après l'événement. Les modifications du sol persistent. En fait, elles s'aggravent. C'est inexplicable. Commente le nouveau responsable de l'étude, Jean-Pierre Petit. D'habitude, les anomalies disparaissent avec le temps. Ici, c'est l'inverse. Les plantes présentent l'emplacement de l'empreinte mute. La lucerne produit d'étranges feuilles déformées. Les graines récoltées sur ces plantes et semées ailleurs poussent normalement. L'effet est local, lié spécifiquement à cet endroit, conclut le biologiste.
Les géologues découvrent des micro-fissures dans la roche sous l'empreinte, comme s'il y avait eu une secousse sismique locale, explique le géologue. mais les sismographes n'ont enregistré aucune activité le 8 janvier 1989. La communauté scientifique avance de nombreuses théories. Un physicien théoricien de la Sorbonne suggère: nous pourrions avoir affaire à la manifestation d'un phénomène naturel inconnu lié à des anomalies géomagnétiques. Or, aucune caractéristique géologique n'est présente dans la région de Trans-in-Provence. Un expert militaire insiste: il s'agit du test d'une arme secrète, possiblement basée sur de nouveaux principes physiques, mais personne ne peut expliquer à qui appartient cette arme, ni pourquoi elle est testée au-dessus d'un village français. L'ufologue Aimé Michel avance l'hypothèse d'une anomalie temporelle. L'objet pourrait provenir du futur ou d'une dimension parallèle. La communauté scientifique rejette cette idée, la jugeant non scientifique. Un psychologue évoque une hallucination collective. Mais comment expliquer les traces physiques? Le débat continue, sans consensus. 1984. La santé de Nicolai continue de se dégrader. Une fatigue chronique s'installe et des troubles de la mémoire apparaissent. Parfois j'oublie où je suis, avoue-t-il à son médecin. Un IRM révèle des modifications progressives de son cerveau. Les médecins haussent les épaules. Nous n'en connaissons pas la cause. Nicolai quitte son travail en invalidité. Il passe ses journées assis près de la fenêtre, à contempler les sites d'atterrissage. Sa femme raconte: une nuit je me suis réveillé, et Renaud se tenait au milieu de la veillée funèbre en pyjama. Il a dit qu'on l'appelait. La famille envisage de placer Nicolai en clinique psychiatrique, mais il refuse catégoriquement de quitter la maison. Je dois être là, c'est important. Les voisins commencent à éviter la famille. Les enfants taquinent les petits enfants de Nicolai à l'école. Ton grand-père est un ufologue fou. 1985. L'ONU crée une commission spéciale pour étudier les phénomènes anormaux. Le cas de Trans-en-Provence est l'un des principales sujetes à l'ordre du jour. Un groupe d'expertes internationals arrive, americans, russes, japoneses. L'étude la plus vaste est menée. Du matériel non disponible lo Japon est utilisé: spectromètre, magnétomètre, detecteurs de rayonnement. De nouvelles anomalies sont découvertes. À 3 mètres de profondeur, sous l'empreinte, on observe un couche de sol dont la structure a été modifiée. Comme si l'impact avait pénétré profondément dans le sol, s'étonne le géologue américain. Les spécialistes japonais enregistrent un champ électromagnétique résiduel. Très faible, mais stable, conclut-il. Les Russes restent silencieux, prennent des notes et ne partagent rien. Plus tard, ils s'avèrent qu'ils sont des cas similaires, classés secrets par le KGB. 1986. Nicolai demande soudain à rencontrer Velasco. Je dois vous dire ce que j'ai gardé secret, dit-il. L'enregistreur se met en marche. Quand l'objet était au sol, j'ai senti une présence, comme si quelqu'un me regardait de l'intérieur. Velasco. Avez-vous vu quelqu'un? Nicolai. Non, je n'ai pas vu quelqu'un, mais je savais qu'il y avait une intelligence. Elle m'observait pendant que j'observais l'objet. En silence. Et encore une chose. Après le départ de l'objet, j'avais des images en tête. Pas mes pensées, celles de quelqu'un d'autre. Velasco. Quelles images? Nicolai peine à trouver les mots. Des étoiles. Beaucoup d'étoiles. Et de planètes différentes de la Terre. Et de créatures. Pas de son. Il se met à pleurer. Vous pensez que je suis devenu fou? Velasco étend l'enregistreur. Cet enregistrement ne sera rendu public qu'en 2010. 1987. Le Guépin clôt officiellement l'enquête sur l'incident de Trans-en-Provence. Le rapport final de 200 pages admet: le phénomène ne peut être expliqué dans le cadre de la science moderne. Toutes les anomalies sont répertoriées. Modifications du sol, mutations des plantes, impact sur les témoins, effets résiduels. Conclusion. L'objet a utilisé un moyen de transport inconnu et a laissé des traces d'impact de nature inconnue. La communauté scientifique est déçue. Le physicien Pierre Guérin écrit: nous sommes confrontés à un phénomène qui remet en question notre compréhension de la réalité. Les sceptiques continuent de chercher des explications conventionnelles, mais aucune ne couvre tous les faits. L'incident entre dans les manuels scolaires comme un exemple de phénomène inexplicable. Les étudiants l'étudient, argumentent les professeurs,
mais il n'y a pas de réponse. 1990. 9 ans après l'événement, le site d'atterrissage présente toujours des anomalies. Le nouveau propriétaire, Nikolai a vendu la maison en 1988, se plaint. Rien ne pousse normalement dans ce cercle. Des pédologues prélèvent de nouveaux échantillons. La structure du sol reste altérée. Cela contredit toutes les lois de la restauración des écosystèmes, déclare l'écologiste. Les agriculteurs locaux le remarquent. Les oiseaux évitent de survoler la zone. Les chiens refusent d'entrer dans le cercle. Infam affirme que sa montre s'arrête à son passage. Le SPRA, successeur du GEPAN, effectue des mesures de contrôle. Un champ magnétique faible mais stable persiste. Source inconnue, conclut-il brièvement. 1992. Renato Nicolai meurt d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 66 ans. Quelques jours avant sa mort, il annonce à sa femme. Il vient me chercher. Elle demande qui. Il regarde par la fenêtre. Ceux qui ont laissé un trace. Velasco est présent aux funérailles. Il prononce un discours. Renato Nicolai était un homme honnête, témoin de l'inexplicable. La veuve remet à Velasco le surnom intime de son mari, Sang P. Carnet. Les notes deviennent de plus en plus incohérentes vers la fin. La dernière note est datée du jour de sa mort. Je les entends. Ils m'appellent. Il est temps. Après les funérailles, le prêtre local confesse. Nikolai est venu me voir. Il m'a demandé si la Bible parlait d'êtres venus du ciel. Je ne savais pas quoi répondre. 2001. La France déclassifie certains de ses documents sur les ovnis. L'affaire Tran en Provence en fait partie. Des faits jusque-là inconnus sont découverts. Les services de renseignement militaires traquaient des cas similaires dans toute l'Europe. Un mois avant l'incident de Tran en Provence, une trace similaire a été découverte en Italie. Une semaine plus tard, en Espagne. Les 3 points se trouvent sur la même ligne. C'était probablement un itinéraire, suggère l'analyste. Il s'avère également que le gouvernement a alloué des fonds secrets à l'étude. Le montant s'élevait à 2 millions de francs. La destination de ces fonds reste obscure. Les documents mentionnent le projet Sigma, une tentative de reproduire la technologie de l'objet. Les résultats sont classifiés jusqu'en 2050. 2010. Le jeune physicien Thomas Dubois, fils de ce même colonel, revient sur l'affaire. Grâce à la technologie moderne, il mène une nouvelle analyse. La modélisation 3D montre que l'objet devait disposer d'une source d'énergie d'une capacité d'au moins 10 MW. C'est la capacité d'une petite centrale électrique, calcule Dubois. L'analyse spectrale d'anciens échantillons de sol révèle des traces d'éléments exotiques. La concentration en isotope de xénon dépasse de 300 fois la norme terrestre. D'où vient le xénon? Dubois émet une hypothèse. L'objet utilisait un moteur ionique de conception inconnue. Mais même les moteurs ioniques les plus avancés ne permettent pas un décollage vertical. Le mystère demeure. 2015. La journaliste Marie Lefebvre retrouve le dernier témoin vivant, Jean-Pierre Morin, déjà âgé de 87 ans. Morin vit dans une maison de retraite. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, dit-il. L'objet est passé juste au-dessus de ma tête. J'avais froid, pas physiquement, mais intérieurement. Morin montre une vieille photo de son champ. Vous voyez ce cercle? Il est apparu le lendemain du survol. La photo montre bien un cercle d'herbes brûlées. Je n'ai rien dit à personne. J'avais peur qu'il prenne le terrain. Morin décède un mois après l'interview. Sur son lit de mort, il chuchote à une infirmière « Ils reviendront, prévenez les gens ». Nous sommes en 2025, 44 ans se sont écoulés depuis ce soir de janvier. Le site d'atterrissage de Trans en Provence est désormais clôturé et déclaré zone d'anomalie scientifique. Un panneau indique « Un événement inexpliqué s'est produit ici le 8 janvier 1981 ». L'herbe à l'intérieur du cercle ne s'est jamais complètement remise. Des instruments modernes enregistrent des anomalies résiduelles. Le GEPAN, aujourd'hui GEPAN, poursuit sa surveillance. Ce cas est étudié dans les universités comme exemple de l'interaction d'un phénomène inconnu avec son environnement. La veuve de Nikolai, aujourd'hui nonagénaire, vit toujours à Trans en Provence. Renaud avait raison, dit-elle. C'était important. Nous ne comprenons simplement pas à quel point. La communauté scientifique est toujours incapable d'expliquer les événements de ce jour-là. L'affaire reste ouverte, en attendant que l'humanité atteigne un niveau de connaissance suffisant pour comprendre ce qui s'est passé. Tous les noms, dates, lieux et événements correspondent à des faits avérés. L'incident de Trans en Provence reste l'une des observations d'OVNI les plus documentées et les plus étudiées scientifiquement de l'histoire.
Les traces physiques laissées par l'objet ont été étudiées par des institutions scientifiques de premier plan en France et n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante par la science connue. Merci de votre écoute. Si vous savez aimer cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.